Le béton des ingénieurs. Alors, c'est quoi le béton des ingénieurs? C'est le fait que les ingénieurs vont commencer à s'approprier le matériau pour pouvoir l'expliquer et le calculer. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des ingénieurs? Eh bien, c'est que dans un premier temps, ils sont un peu comme les architectes. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne si bien. Et l'ingénieur Firendel, je ne sais pas si vous connaissez les poutres Firendel, c'était un ingénieur belge qui avait inventé un système de poutres, écrit que c'est une invention paradoxale qui déroute la science. Il précise que jamais un ingénieur n'en aurait eu l'idée, ce qui est évidemment faux puisque tous les inventeurs sont tous ingénieurs. Mais en fait, pourquoi? Eh bien ça c'est intéressant de regarder pourquoi Firendel et d'autres ingénieurs n'arrivent pas à comprendre le béton. C'est parce qu'il y a deux points majeurs qui bloquent la réflexion. L'équivalence des coefficients de dilatation de l'acier et du mortier de ciment, et l'adhérence des deux matériaux. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, Cotensin mettait plein d'acier pour essayer de multiplier la surface d'adhérence, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident. En plus, Collins, par exemple, un ingénieur anglais, avait déposé un brevet en expliquant qu'il rajoutait de la colle pour qu'il y ait une meilleure adhérence entre les deux matériaux. Non, Robbins, ce n'est pas Collins, c'est Robbins, pardon. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, dans la dernière décennie, il va y avoir un tas d'expérimentations, en particulier Weiss et Freytag, mais aussi aux États-Unis, qui vont faire des expérimentations en mettant des poutres soumises à des flammes, à des fortes chaleurs, qui vont leur permettre de constater le fait que les coefficients de dilatation sont équivalents. Et puis aussi expérimentalement que ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas d'adhérence forte entre les deux matériaux. Et donc voilà l'explication du pourquoi. Et à partir du moment où on a compris qu'il y avait adhérence et qu'il y avait une équivalence des coefficients de dilatation des deux matériaux, à partir de ce moment-là, a pu se développer un système de calcul jusqu'à aujourd'hui. Alors d'abord avec des abacs. NBIC utilise principalement des abacs expérimentales, et puis Weiss et Freytag, eux, développent plus les modes de calcul, ce qu'on peut avoir aujourd'hui, les BAEL, qui servent aujourd'hui au calcul de béton. Alors, pour le béton armé, il va y avoir une exposition universelle qui va être quelque chose aussi assez fondamental, c'est l'exposition universelle de 1900. Pour vous, 1900, ça évoque quoi? L'exposition universelle de 1900, personne ne sait? Hein? Bon, normalement, dans les histoires d'architecture, l'exposition universelle de 1900, c'est l'art nouveau, c'est l'art floral, l'art décoratif, etc. Effectivement, c'était bien le cas. C'est le début de l'art nouveau. Mais du point de vue technique, eh bien, c'est le béton armé. Autant l'exposition universelle de 1889 était celle du métal, avec la construction de la galerie des machines et de la tour Eiffel, autant celle de 1900, plein de pavillons vont être construits en béton armé. Alors, il va se passer une chose à l'exposition universelle de 1900, c'est qu'il va y avoir une passerelle en béton armé qui va s'effondrer. Et donc, ça va avoir des conséquences assez fortes, puisque à partir de ce moment-là, l'administration va mettre une commission d'enquête pour savoir pourquoi le pont en béton armé, la passerelle en béton armé s'est effondrée, et il va y avoir plein de petites conséquences et de dommages collatéraux. Le premier dommage par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que l'église Saint-Jean de avec ses voûtes de 5 cm, apparaissent à l'administration et aux enquêteurs de l'administration, aux experts, comme quelque chose de super dangereux. Et donc le projet de l'église Saint-Jean-de-Montmartre va être complètement bloqué pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'on donne finalement le droit de continuer le chantier. Cotensin sera ruiné et fera faillite, ce sera son gendre qui reprendra le chantier, et Anatole de Baudot n'aura plus de projet après cet arrêt de chantier. Et donc, il se consacrera, on le verra, à l'enseignement et à des projets théoriques. Par contre, du point de vue global du béton armé, eh bien,
le fait qu'il y ait cette commission d'enquête va conduire à faire une norme. Et donc, à partir du moment où le béton est normé, eh bien, il va pouvoir se développer encore plus à grande échelle. Néanmoins, comme je vous ai montré, entre le béton Cotensin et le béton Hennebique ou Monnier, béton Monnier et Hennebique sont calculables, sont relativement faciles à calculer. Le béton Cotensin qui mélange de la brique, des armatures dans tous les sens, eh bien, est absolument incalculable, ce qui fait que cette obligation d'avoir une norme va conduire à son abandon. Ce qui ne sera pas le cas tout de suite, on va tout de suite le voir avec le béton des architectes. Alors, avant de passer au béton des architectes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le béton évolue en permanence, aussi bien dans sa composition. Donc on va avoir au début du XXe siècle des inventions comme les retardateurs de prise, aussi les adjuvants permettant de couler lorsqu'il fait froid, etc. Et puis on a aussi des inventions plus techniques, un mélangeur malaxeur fait par le fils de François Coignet. D'autres types d'inventions comme celle de la préfabrication. Donc c'est cette idée de passer de briques, de changer l'échelle des briques, avec ici un système de béton préfabriqué pour construire un lotissement à Francfort. Ernst May est un architecte assez important dans ce développement, dans la mesure où en 1926 ou 25, une municipalité de gauche a été élue à Francfort qui s'était engagée à construire 15 000 logements nouveaux dans sa mandature. Et Ernst May, architecte de la ville, va devoir répondre à ça. Et donc, après avoir fait quelques premières expérimentations de techniques traditionnelles, il va passer au développement à grande échelle de préfabrication. Alors, ces préfabrications, qu'on retrouvera après sous d'autres formes dans les grands ensembles, marche plutôt mieux dans cette version allemande, puisque les bâtiments, je suis allé les visiter il y a quelques années, sont encore en parfait état des décennies après. La préfabrication, il faut clairement avoir en tête que ça peut être quelque chose d'assez sophistiqué. Et ça, c'est l'église Saint-Christophe de Javel à Paris, qui est construite par Charles-Henri Besnard uniquement avec des éléments préfabriqués. Et donc, on voit qu'on peut avoir des choses assez complexes. La préfabrication n'est pas que le système d'Ernst May ou celui qui sera employé, les procédés Camus qui seront employés pendant les grands ensembles, pendant la construction des grands ensembles. Ça peut être des choses beaucoup plus subtiles. En France, on aura aussi un premier développement de la préfabrication avant la Seconde Guerre mondiale. Baudouin et Lodz sont des architectes qui vont développer ça. Lodz est un grand militant pendant toute sa carrière du développement de la préfabrication. Et le chantier de la Cité de la Muette à Drancy est quelque chose qui va leur permettre d'expérimenter, c'est-à-dire que chacune des tours, chacun des éléments de leur bâtiment va permettre d'expérimenter une des techniques. Donc il va y avoir de la préfabrication lourde, de la préfabrication plus légère, des structures acier et des structures béton, etc. Alors, la préfabrication à l'époque, ça reste quelque chose d'assez sommaire, et c'est fait au pied du chantier, et puis les ouvriers vibrent les éléments préfabriqués à la main, comme ça. Donc on est encore dans quelque chose de techniquement très, très frustre. Pour terminer cette phase, avant de passer au béton des architectes, un dernier dessin, une dernière photo, qui est une ruine, une fausse ruine, que les frères Pochot font construire en béton armé. Donc le béton armé, on le voit, n'a pas d'esthétique spécifique, et puis, deuxièmement, permet de faire n'importe quoi, même des fausses ruines.